On accueille maintenant Paola Higuera et Lucie Domingo, qui sont toutes deux enseignantes chercheuses en ACV à Unilassal, à Rennes, et unité de recherche Cyclane, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça. Paola travaille, je le fais très simple, tu viens de soutenir ta thèse, parce que j'avais assisté en visio, qui était très intéressante, sur l'ACV des constructions terre crue, et donc tu travailles plus spécifiquement sur les matériaux géosourcés ou biosourcés? Oui, je m'intéresse à ça. Ouais. Et Lucie, toi, tu t'intéresses, tu travailles même, tu fais plus que t'intéresser à l'éco-conception orientée usage, justement, on en parle beaucoup. Et donc, vous allez vous poser la question, quel avenir pour le secteur de la construction, quel avenir pour les low-tech dans le secteur de la construction, voilà. Tiens, Paola, je te laisse le micro. Bonjour à tous, on s'est déjà à peu près croisés. Donc nous, on va bien continuer, ça va bien suivre dans la continuité de la première présentation. On va regarder un petit peu du coup quel low-tech, quel frein et levier dans le secteur de la construction. Alors peut-être remettre un peu au cœur de la discussion pourquoi il y a cette thématique spécifique sur la construction. Donc en tout début de semaine, le Haut Conseil pour le climat a sorti les trajectoires carbone et la contribution de différents secteurs à l'impact carbone en France, et on retrouve le bâtiment en 4e position avec 16% des émissions locales de CO2 sans prendre en compte les importations. Le premier, ça reste les transports. Donc juste après, on va parler d'urbanisme. On voit bien le lien bâtiment-urbanisme qui est aussi important dans ces questions climatiques. Et du coup, une solution qui a été mise en avant pour régler le problème de l'impact carbone du bâtiment, fait partie des low-tech. Donc je vais reprendre un petit peu ces fameux scénarios transition 2050. On voit aujourd'hui que le secteur résidentiel contribue, et du coup le 3e contributeur à l'impact sur la demande en énergie, mais on a des choses assez similaires sur le réchauffement climatique. Et on voit que dans le scénario 1, donc le scénario frugal, on a une baisse assez significative du coup des émissions de CO2, et notamment, donc on voit qu'aujourd'hui le secteur le résidentiel, c'est 40 mégatonnes équivalent CO2, et donc dans le scénario de génération frugale, on passe à 1,4 mégatonnes de CO2 au global pour la France. Alors je sais bien, c'est pas les mêmes périmètres de calcul, etc. Si on refaisait les calculs, on serait pas exactement là-dessus, mais ça vous donne quand même un peu une idée de l'échelle de diminution carbone qu'on pourrait avoir avec une construction plus frugale. Si on regarde un peu plus en détail ce scénario, cette baisse dans le secteur résidentiel, elle est due essentiellement toujours à la rénovation thermique. Donc quand on va parler de construction, effectivement, l'efficacité énergétique du bâtiment, ça reste la clé. Et dans la rénovation énergétique et dans la rénovation thermique du bâtiment, les low-tech ont leur place. On a aussi l'arrêt de la construction de bâtiments neufs. La low-tech a aussi sa place dans la notion de frugalité et de l'utilisation de nos espaces, et puis aussi dans les innovations plus produits comme on l'entend, donc dans des modes constructifs low-tech. On va commencer un petit peu par un panorama de quelle low-tech pour le bâtiment, même si au final on en a déjà vu quelques-unes. Si on reprend, qu'on essaie un petit peu de classifier les low-tech pour le bâtiment, il y a toute une partie d'abord qui vise à améliorer le bâti existant. Le levier principal aujourd'hui de la transition dans le bâtiment, de la décarbonation du bâtiment, c'est de travailler à l'amélioration du bâtiment existant. Et un certain nombre de solutions se basent du coup sur l'utilisation des moyens de produire de l'énergie qui ne sont pas du chauffage au gaz ou du chauffage électrique. Donc là, je vous ai mis l'exemple qui vient de la BD Rénover low-tech, c'est tout naturel, du poêle de masse, où du coup, on va utiliser du coup la biomasse pour se chauffer, mais on a aussi toutes les alternatives qui permettent de se chauffer au solaire, notamment pour l'eau chaude domestique. Ce qui va permettre notamment d'améliorer le bâti de façon significative, c'est ce qu'on a vu avec les fenêtres qu'on ouvre la nuit. Tout bêtement, c'est d'améliorer donc d'abord l'ensoleillement de la maison pour s'affranchir en partie de nos consommations énergétiques pour l'éclairage. Et aussi améliorer l'aération et la circulation d'air dans le bâtiment pour s'affranchir de tout ce qui va être ventilation mécanique, et aussi améliorer le confort thermique, puisque le confort thermique, comme il a été dit précédemment, ce n'est pas que la température, mais c'est aussi un air renouvelé et le fait d'avoir des flux qui circulent à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Dans le bâti, on a aussi la mise en place d'un certain nombre d'équipements low-tech qui vont permettre de s'affranchir des équipements qu'on a aujourd'hui. Donc l'idée, c'est par exemple de travailler sur un garde-manger qui permettrait de s'affranchir du réfrigérateur
et du coup d'avoir une technologie qui se substitue à un produit existant. Donc on a le garde-manger, on a la cuisson solaire, on a parlé beaucoup du pain, mais on a aussi des applications possibles, on a parlé du rocket stove aussi, hein, qui permettent de chauffer autrement ces aliments à la maison. Mais il y a aussi toutes des notions de conservation des aliments, hein. Du coup, réfléchir aussi à la façon dont on va s'alimenter et conserver les aliments qui vont nous permettre de nous affranchir du congélateur, par exemple, en faisant des conserves de légumes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'amélioration du bâti existant. Ensuite, il y a une partie, donc sur le scénario 1 de l'ADEME sur la génération frugale, il y a l'envie de baisser la surface par habitant. Aujourd'hui, on est sur presque chaque personne a une quantité de mètres carrés assez significative. Dans le scénario de génération frugale de l'ADEME, il faut tendre vers 12 mètres carrés par habitant. Voilà. Je vous laisse réfléchir à la taille de votre maison et combien de personnes il y a à l'intérieur. Vous verrez, est-ce que vous êtes à 12 mètres carrés par habitant? Donc je remontre effectivement encore une fois l'expérimentation du Low-Tech Lab avec des personnes qui ont vécu, donc 2 personnes qui ont vécu dans 14 mètres carrés pendant 1 an. Donc c'est possible. Vous avez aussi des solutions d'habitat léger de type yurt qui vous permettent du coup de vivre dans un espace restreint en profitant aussi de l'extérieur pour pouvoir du coup avoir l'impression d'avoir quand même un peu plus d'espace, mais ayant un habitat restreint. Cet habitat restreint, il permet aussi du coup de limiter les besoins en chauffage puisque vous avez un volume à chauffer qui est beaucoup moins important que quand vous avez une grande maison que vous occupez pas forcément à 100%. Et puis, ce qu'on a un peu plus en tête quand on parle des fois de low-tech, qui sont les techniques constructives, ici, du coup, vous avez différentes alternatives. Alors, je ne sais pas, tout le monde va encore pas forcément être d'accord sur est-ce que le réemploi fait partie des low-tech. En tout cas, moi, je le vois comme une façon de faire de la low-tech. Donc, de réutiliser un certain nombre d'équipements dans la rénovation ou dans la construction neuve, qui va être aujourd'hui, il faut savoir que le réemploi fonctionne. En tout cas, les démonstrateurs montrent qu'on est capable de réemployer certains éléments de menuiserie, de plomberie et certains petits aménagements. Et puis, on a aussi la volonté, effectivement, d'aller vers des matériaux plus locaux, et notamment des matériaux géo- et biosourcés, en essayant, du coup, d'aller exploiter la ressource locale pour construire des nouveaux bâtiments et ou rénover les bâtiments existants. Pour illustrer du coup un petit peu les défis à l'installation de low-tech, on va se focaliser sur une technique constructive particulière qui se base du coup à base de matériaux du coup géosourcés, qui est du coup la construction en terre crue, et regarder du coup la faisabilité de la mise en place de cette technique à grande échelle. Tu veux qu'on échange ? Bon, bonjour, je suis Paola Higuera. Et comme Lucie vient de le dire, en fait, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est la construction en terre crue, quels sont les défis et comment faisons aujourd'hui les maçons pour répondre à ces défis, parfois réglementaires, face à ce type de construction. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la construction en terre crue, c'est une manière de construction de laquelle les humains sont asservis depuis milliers d'années. Et même si nous construisons de moins en moins en terre, lorsqu'on regarde les bâtiments en terre, on s'est aperçu qu'il y a des bâtiments en terre un peu partout dans le monde, dans tous les continents. Et si je vais par la suite vous présenter quelques techniques de construction en terre, quelques techniques traditionnelles de construction en terre. Donc déjà, les ados, ce sont des briques en terre moulées à la main, séchées à l'air, qu'on va enduire par la suite pour construire des murs. La bauche, ce sont des murs qui se construisent avec des portions et avec un mélange de terre et de fibres qu'on va empiler pour générer des murs. Généralement, on fait 5 coffrages. Les blocs de terre comprimés, c'est la terre comprimée humide. On utilise des prises manuelles et mécaniques pour construire ou pour fabriquer ce type de briques. Et puis, on a aussi l'épicé qui nous permet de construire des murs monolithiques en compactant des couches successives de terre dans un coffrage, généralement en bois, et qu'on va empiler jusqu'à la fabrication d'un mur. Donc, si on évalue les techniques que je viens de vous décrire à partir de cette notion de low-tech, on peut parler de c'est quand même accessible dans le sens où on n'a pas vraiment besoin d'une transformation de matériaux. Mais cependant, comme on construit des moins en moins, il y a la perte de savoir-faire. Donc quand même, ça reste une ressource rare de trouver un maçon qui puisse aider ou guider les travaux
de construction en terre. Après, la construction en terre crue a dû aussi s'adapter au contexte socio-économique actuel. Donc, ce n'est pas rare de trouver aujourd'hui différents niveaux technologiques. On peut construire la terre avec de la terre de manière manuelle. Au niveau mécanique, on va introduire de plus en plus des équipements qui vont faciliter les mélanges de terre avec du paille, par exemple. Et on peut trouver aussi, par exemple, des briques qui ont été construits ou conçus au niveau industriel avec des phases de criblage, de compactage, avec des calibrations plutôt industrielles. Il y a aussi aujourd'hui, on peut trouver qu'on peut utiliser des stabilisantes, donc, comme le ciment, que c'est un produit à fort impact environnemental. Après, du chaux, du sable, du fibres, du gravier. Et puis, il y a différents gisements de terre. Donc, on peut construire de la terre. On peut construire en terre avec la terre qu'on a là, dans les sites de construction, avec les résidus qui viennent d'un chantier boisson. Ou, aujourd'hui, dans les marchés, il est possible de trouver aussi des terres en VIC-VAC qui ont été calibrées dans des cantiers. Carrières. Désolée. Dans des carrières, voilà. Donc, je viens de parler un peu des défis et des adaptations plutôt socio-économiques, mais aussi des adaptations au niveau réglementaire. Donc, lorsque on voit, par exemple, la résistance à la compression d'un mur en terre comparé à d'autres types de matériaux conventionnels, on voit que la différence est bien évidente. Et aujourd'hui, les murs en terre sont évalués comme des murs avec des matériaux conventionnels et pourtant, on est des matériaux complètement différents. La terre n'a pas le même comportement que les matériaux conventionnels et quand même, on les évalue de la même manière avec les mêmes essais. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que pour construire aujourd'hui en terre, on est censé, les maçons plutôt sont censés, surtout dans les collectifs, à faire appel à des fiches d'appréciation technique d'expérimentation qui coûtent un peu plus cher et qui ça prend plus de temps aussi. Et pour pallier un peu avec cette contrainte un peu réglementaire sur la terre, il y a les guides des bonnes pratiques qui ont été créés par les professionnels afin de baisser un peu cette notion de secteur autour des essais qu'il faut faire sur la terre et des techniques de construction. Toujours dans cette logique d'accessibilité, il faut regarder la partie économique et pour la construction en terre. Donc forcément, c'est un type de construction qui est intensif en main-d'œuvre. Et on voit que ça fait augmenter les coûts, forcément. Et en fait, ce n'est pas les mêmes partout. Moi, je suis colombienne et en Colombie, la main-d'œuvre, ça ne coûte rien. Donc ça dépend aussi beaucoup du contexte local. Il y a quand même un prix qui est lié à la rareté. Je viens de le dire un peu, il y a de moins en moins de gens qui savent faire, donc il y a la perte de savoir-faire qui empêche ou qui est difficile ou qui augmente les prix. Et ça reste quand même un marché niche encore, pas trop développé. Et vous savez ici le résultat d'une thèse qui a été faite par Victor Valin, dans laquelle elle essaie de voir quels sont les coûts associés pour un mètre carré des murs en terre comparé avec d'autres types de murs dans des matériaux conventionnels. Et on voit qu'il y a une énorme différence. On peut aller jusqu'aux 800 € par mètre carré de murs en terre. Comparé aux autres, ça fait trop. Donc aujourd'hui, les maçons essayent de faire ou implémenter certaines stratégies afin de baisser ces coûts. Donc il y a les différentes variations des modalités de processus de construction. On fait appel à des chantiers participatifs, à des chantiers d'insertion professionnelle. Et il y a aussi la notion d'établir un ordre de travail. Donc parfois, il faut imprégner la terre d'eau. Donc on profite de l'hiver pour laisser la terre à l'air libre et la laisser imprégner d'eau. Et puis voilà, si jamais ça peut prendre la teneur idéale, on peut l'utiliser en été pour construire. Ou on profite l'été, étant donné qu'il fait moins, il fait beau et qu'il faut laisser sécher chaque couche de terre qu'on va construire. On construit en été. Donc c'est une manière de gérer un peu le travail en chantier. De mettre en œuvre d'autres niveaux technologiques, donc pour faire plus rapide et pas piétonner la terre pendant des heures avec des gens, on utilise des malaxeurs
et d'autres types d'équipements qui vont faciliter et faire plus rapide le travail qui est censé faire. Il y a la stérilisation de matériaux qui est utilisée parfois pour améliorer la résistance, surtout la durabilité du mur, mais aussi pour accélérer les séchages du mur lors de la mise en œuvre. Et parfois, on fait aussi de la préfabrication de matériaux en avance pour répondre aux délais du chantier. Voilà, maintenant on va réfléchir dans cette logique de durabilité de la construction intercrue. Donc vous savez ici un résultat qu'on a fait sur une étude qu'on a fait dans laquelle moi j'ai participé en 2021, qui essayait d'expliquer quels sont les facteurs qui ont affecté la performance environnementale de la construction intercrue. Et la première chose à savoir, c'est qu'en fait, vous savez, la teneur en lien en bas, et puis la demande d'énergie cumulée, que c'est l'énergie primaire demandée tout au long du cycle de vie du produit. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il y a quand même un niveau de matériel, il y a une augmentation presque proportionnelle entre l'impact généré et la teneur en haut, en liante, qui en fait, les comportements de l'indicateur va changer énormément en fonction du type de liant qu'on va utiliser. Et quand même, il y a deux valeurs aberrantes tout en haut, comme quoi, une faible teneur de liante, on va avoir quand même des résultats importants. Et ça, c'est lié à l'échelle de l'analyse. Donc, au niveau du matériau, on n'a que les matériaux. Au niveau du mur, on introduit les enduits, mais au niveau bâtiment, on introduit beaucoup plus de couches qu'il faut évaluer. Donc, probablement, au niveau du bâtiment, il n'y a pas que la teneur en haut qui va jouer sur l'indicateur environnemental, mais il y a probablement les transports et l'utilisation d'autres produits qui vont affecter cette performance-là. Et puis, lorsqu'on n'ajoute pas du tout de liante, ça va dépendre aussi, va varier en fonction de l'échelle de l'analyse qu'on va évaluer. Là, ce sont les résultats que j'ai obtenus à travers de ma thèse. Moi, j'ai essayé de faire un modèle paramétré d'analyse du cycle de vie. Si je veux faire simple, j'ai essayé de paramétrer tous les aspects liés à la construction, surtout à la phase d'approvisionnement et de construction. Et j'ai évalué quels étaient les paramètres les plus influents sur la performance environnementale. J'ai développé plusieurs scénarios de construction. Donc, en fonction de tous les paramètres que j'avais généré énormément de scénarios, à peu près 6000. Et pour info, j'ai pris 1 mois de calcul pour le faire. Et la première chose à voir, c'est qu'on peut voir qu'il y a une différence, où on peut voir déjà deux familles de techniques de construction bien différenciées. De ce côté-là, vous allez trouver les techniques de construction non instabilisées, et de l'autre côté, les techniques de construction stabilisées. Donc la première chose à voir, c'est qu'on ne considère pas du tout les mêmes paramètres, ou les paramètres influents ne sont pas du tout les mêmes. Donc au niveau de la terre non instabilisée, c'est plutôt les transports et l'utilisation du bois pour les coffrages et tout ça. Mais lorsqu'on regarde la terre stabilisée, on voit bien que c'est la stabilisation et les transports qui vont impacter le plus. Là, vous savez à peu près l'intervalle, la valeur minimale que je peux obtenir pour un chantier, la valeur maximale. Donc je peux passer facilement de générer 9 kg de CO2 équivalente à générer 240. Ça, c'est le pire des cas. On prend en compte que c'est... on a acheté la terre prête à l'emploi, qu'on la amène de loin, qu'on a stabilisé tout ce qu'on peut stabiliser. Et ça montre quand même qu'il y a des pratiques pour lesquelles on peut avoir ce type de résultats, même si aujourd'hui ce n'est pas le cas, on ne fait pas ça. Dans la réalité, ça nous mène quand même. Ça nous montre en fait qu'il y a une variabilité dans les techniques de construction et la manière de faire la construction intercrue qui peut être aussi néfaste que d'utiliser ou continuer à faire ce qu'on sait faire avec les matériaux conventionnels. Du coup, pour conclure, on voit qu'il y a un certain nombre de low-tech qui sont mises en avant dans notamment les scénarios de transition vers une neutralité carbone. Cependant, en fait, quand on regarde dans les détails, on se rend compte qu'une même technologie va pas pas forcément permettre d'atteindre les objectifs à la même hauteur. Là, on voit que dans le cadre de la construction en terre crue, on peut avoir des performances environnementales équivalentes d'une construction en terre crue avec beaucoup de stabilisants à une performance d'un béton. Donc du coup, toutes les low-tech ne se valent pas. Et la question qu'on peut se
se poser, c'est est-ce que quand on a une construction en terre crue avec beaucoup de stabilisants qui est passée par un processus industriel, est-ce qu'on est encore dans de la low-tech? Et du coup, tous ces processus de stabilisation et de transformation et de technisation de la matière vont aussi limiter la performance environnementale de cette solution initialement low-tech. Par contre, on voit bien des freins qui sont communs à un petit peu toutes les implémentations des low-tech dans le bâtiment, mais dont on a entendu parler aussi sur d'autres types de low-tech. On voit bien que l'utilisation intensive de main-d'œuvre, l'allongement des délais aussi, donc là dans la construction, mais on l'a vu ailleurs. Et pour la spécificité du bâtiment, on a aussi beaucoup de questions autour de l'assurabilité de la construction low-tech. C'est clairement un défi majeur qu'on retrouve dans la construction en terre, mais qu'on va retrouver pour les low-tech en général. Tous les projets low-tech qui sont mis en avant aujourd'hui dans le bâtiment ont une utilisation intensive de la main-d'œuvre gratuite. Donc beaucoup de chantiers participatifs, beaucoup d'initiatives avec les habitants qui sont ensuite mis à profit pour la partie rénovation de leur maison. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a ce besoin en main-d'œuvre lié au fait de désindustrialiser entre guillemets les techniques constructives implique une augmentation de la quantité de main-d'œuvre nécessaire et qu'aujourd'hui les projets ne sont rentables que s'il y a un investissement fort et notamment de la part des futurs usagers du bâtiment. Et le défi principal aujourd'hui, comme dans beaucoup de cas, et dans le bâtiment c'est central puisqu'on a des choses qui vont rester dans le temps, c'est la réglementation. Donc là, on voit que notamment dans la construction en terre, en fait, on est obligé de passer par des certifications alternatives qui prennent du temps et de l'argent, et du coup, ça empêche la généralisation de toutes ces techniques de façon plus large, puisqu'il faut faire de la validation du projet constructif individualisé à chaque fois, ce qui va ralentir aussi les délais de construction, mais aussi la possibilité d'assurer son bien sur le long terme. Voilà. Je laisse la parole. Merci Paola, merci Lucie. Alors, y a-t-il des questions? Ouais, Marc, t'en as une déjà. Ça rebondit. Tiens, je vous laisse. Oui, je vais avoir deux questions, exactement. La question, c'est, historiquement, grosso modo, on avait des constructions qui étaient en terre, et ensuite on est passé à ce qu'on a aujourd'hui. Donc la question, c'est, pourquoi on est passé du terre à ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est une question de durabilité? Donc c'était pas terrible et du coup on a voulu avoir un truc mieux. Est-ce qu'on a basculé parce que c'était moins cher, plus rapide, plus facile d'usage? Donc ça c'est une première question, c'est pourquoi? Parce que du coup, en fonction du pourquoi, il y a peut-être plus ou moins d'intérêt de retourner à la source. Et puis j'ai une autre question, c'est exercice de pensée. Admettons que, enfin j'ai rien contre, attention, mais admettons que, allez, on généralise cette affaire-là. On se dit, tiens, on va faire plus que la construction en terre parce que c'est vachement bien, d'accord? Quid des conflits d'usage? Est-ce qu'on en a avec l'utilisation de la terre, avec la préservation des sols, etc. Donc, est-ce que vous vous êtes posé cette question-là ou quel est l'état des connaissances là-dessus? Ok, bon. Pour la première question, pourquoi est-ce qu'on a changé? C'est une bonne question et on peut aller loin. C'est-à-dire, je parle de mon cas en Colombie. Quand même, la construction en terre crue, il y a un contexte social lié, comme quoi la construction en terre, c'est pour les pauvres, par exemple. Donc, à un moment donné, on voulait se différencier un peu les pauvres qui utilisaient de la terre pour construire sa maison, autoconstruire sa maison, et de passer à les faire autrement. Aussi, pour les deuxièmes... Après, je pourrais pas trop... Je sais pas si tu pourrais avoir des éléments de pourquoi on peut évoluer, mais ça a évolué. Si, en France, c'est la rapidité. La rapidité de la construction, ouais. La reconstruction après-guerre, elle s'est faite avec le béton. On n'avait pas le temps de construire des maisons en terre. Après, est-ce qu'une maison en terre est durable? On a tous des exemples de maisons en terre qui sont là depuis des siècles et des siècles et qui ont des performances thermiques beaucoup plus intéressantes que les bâtiments en béton existants. Alors là, j'en viens à un problème que je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais en fait, on a aussi un problème de certification de la technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les ABAC, entre guillemets, qui permettent de faire des
les diagnostics de performance énergétique liés au bâtiment, la terre a un très mauvais coefficient parce qu'en fait c'est fait sur principe de calcul de coefficient thermique, alors que si on fait un vrai audit énergétique du bâtiment, un bâtiment en terre crue a des performances beaucoup plus intéressantes que le béton, puisqu'il y a une respirabilité du bâti et du stockage. Si on construit bien sa maison en terre crue, on a une maison mieux isolée que un bâtiment BBC à base de béton et d'isolants, d'isolants type laine de verre, etc. Après, je trouve aussi qu'il faut évaluer si on est en train de construire des matériaux qui sont liés forcément à l'usage, au vaisson. On revient au même. Parfois, les matériaux conventionnels sont surestimés. On a des performances de compression qui sont énormes et parfois, ça ne répond pas vraiment au vaisson, surtout en France. Par exemple, en Colombie, il y a quand même pas mal des aléas qu'on peut juger. Et même avec la construction interclue, en torchis, on peut aller pallier un peu ce problème lié à ces aléas comme des tremblements de terre qui résistent bien, les torchis résistent bien les tremblements de terre. Voilà. Et sur les conflits d'usage, je ne sais pas si toi, tu avais des réponses spécifiques sur la ressource en terre. De toute façon, l'idée, c'est pas d'aller remplacer toutes les constructions en béton avec des bâtiments en terre. On reste dans un scénario de frugalité, c'est-à-dire que la nouvelle construction, si on doit aller vers de la nouvelle construction, on peut aller vers de la construction en terre, mais l'idée, c'est pas de se dire on va détruire toutes les maisons en béton pour aller construire des maisons en terre. Mais effectivement, la question se pose du challenge sur la ressource. Aussi, je voulais ajouter en t'écoutant, c'est que l'idée, c'est pas forcément de dire on va tout construire en terre, c'est comme pour l'énergie, c'est bien d'avoir un catalogue des possibilités, comme quoi il n'y a pas que le nucléaire, il y a le pétrole, il y a les solaires, donc pourquoi pas penser à un scénario similaire pour la construction dans lequel on n'aura pas seulement les bétons ou les techniques conventionnelles, mais aussi des alternatives comme la terre. Voilà. Ouais, du coup, en fait, tu as répondu à une question là, par rapport au diag, en quoi en fait, ça répond au diag énergétique actuel. Donc, on va dire, je la zappe. Cette question, moi, il y a juste 2 petits points. Le premier point, alors au-delà de dire est-ce que c'est low-tech ou pas, parce que moi, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. C'est plutôt de dire, c'est marrant comment tu as zappé un peu toute la partie déconstruction. Tu sais, et moi, je trouve que c'est un truc assez fondamental. Je sais que nous, on est associés à l'assaut Hydre, là, dans le sud-ouest, qui pousse vachement, même d'un point de vue réglementaire. Mais je ne sais pas si vous avez plus de billes là-dessus, parce que moi, c'est vraiment un truc que je trouve super intéressant et sur lequel on a pas mal d'acteurs autour de nous avec qui on aurait bien bossé. Et après, juste, donc ça, si tu as quelques infos là-dessus. Mais surtout, le point moi, que je trouvais vachement intéressant et qu'on a, nous, juste à côté de chez nous, tu disais par rapport au prix, par rapport aux assurances, etc. Ce que je trouve assez chouette, c'est que, notamment, c'est dans les Landes, c'est sur Tarnos, où là, il y a un gros projet qui est financé par l'État et par la région, autour de lorsqu'ils forment en fait des artisans. En même temps, il y a des banquiers et il y a des assureurs qui sont dans les formations. Et en fait, là, ils ont déjà les premiers effets, c'est-à-dire des baisses radicales de l'assurance. En fait, et en gros, on se rend compte que c'est pas que réglementaire, c'est juste de la grosse méconnaissance. Et que les arguments qui étaient de dire, mais en fait, on n'a pas le droit, etc., non, c'est pas vrai. Et là, il y a les premières constructions qui sont en train d'arriver dans le sud-ouest, et avec des emprunts qui sont beaucoup plus faibles, et avec des assurances qui... donc comme quoi, parfois, en fait, ça peut être super simple à tourner. Moi, je trouvais ça, c'est une expérimentation assez sympa quand on dit il faut juste faire discuter les gens et faire vraiment un collectif un peu plus fort. En fait, finalement, ça tourne pas mal, quoi. Ouais, du coup, pour répondre sur la première partie sur la réversibilité, tout va dépendre du coup effectivement, plus on va rester dans de la terre avec le moins de liant possible, plus on aura une construction qui sera réversible, c'est-à-dire qu'on pourra concasser et facilement revenir à l'origine, même si l'idée quand même c'est que vu l'énergie et le temps qu'on a passé à construire sa maison, c'est qu'elle reste debout. Mais effectivement, là on a aussi des matériaux qui re-rendre un matériau inerte, là pour le coup, vu qu'on n'a pas de mélange, c'est assez facile, donc on a un processus déconstructif qui est simplifié. Et sur la partie assurabilité, on a aussi effectivement cette question pour la construction en terre, mais aussi pour le réemploi. Et effectivement, une façon de biaiser ce biais de ah oui, mais c'est pas assurable, c'est effectivement d'impliquer les assureurs très tôt dans le projet et les banquiers pour leur donner confiance. Parce qu'en fait, légalement, il n'y a pas de frein en fait. C'est juste une question de volonté. Alors que quand on entend les discours dans le secteur de la construction, c'est ah mais on peut pas. Si, on peut en fait. C'est juste qu'il faut vous devez prendre un petit peu de risque et faire passer quoi. Oui, je voulais dire aussi qu'au niveau de bibliographique, il n'y a pas aujourd'hui des articles qui nous montrent si la Terre à la fin pourrait être réversible. On sait bien que
Si on n'ajoute pas, on sait qu'on pourra la réutiliser s'il n'y a pas de stabilisant dedans, mais on ne sait pas si, lorsqu'on ajoute un stabilisant comme du ciment, on pourrait avoir cet effet de réversibilité. Et puis l'autre, aujourd'hui, il y a les projets nationaux terre crue, comme quoi c'est un projet de recherche qui évalue plusieurs axes de la construction en terre crue. Il y a l'axe environnemental, il y a l'axe mécanique. Ouais. On est en train de développer un peu la filière à travers de la recherche et des projets qu'on est en train de construire derrière. Et pour justement évaluer comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'événement de ces filières-là, passant par tous les freins qui ont été identifiés à un moment donné et il va falloir surmonter. Parfois, oui, c'est une méconnaissance. On ne sait pas comment sont les matériaux, on ne sait pas quels essais il faut appliquer en matériaux. Et c'est sur ça qu'on travaille dans les projets nationaux en terre, comme quoi on cherche à développer un peu plus sur tous les axes la construction en terre. Merci. Merci. Merci à vous deux. Le temps que Flore Vallée s'installe, je retiens la proposition de Benjamin comme étant la plus simple. Il faudrait faire venir les banquiers dans des formations low-tech sur l'autoconstruction. Je ne suis pas sûr que ça soit le plus simple, mais on peut essayer. Voilà.